Rebonjour à tous. C'est un très beau spectacle, Zina. C'était très touchant. Merci beaucoup encore. Si vous venez d'arriver, nous sommes en live depuis la maison de réfugiés de 10h à 15h. On est dans le 14e arrondissement de Paris. Je suis à côté de Bruno, qui s'est installé sur cet amphithéâtre de la maison des réfugiés pour animer la prochaine table ronde. Je veux juste dire que aujourd'hui, nous avons une programmation exceptionnelle. Nombreux d'acteurs d'Île-de-France vous proposent des ateliers, des conférences et des vidéos en format court. Vous pouvez toutes les suivre via ce live et via les liens qui sont postés régulièrement en dessous de cette vidéo. Tout au long de la journée, les équipes de la Maison des réfugiés et leurs partenaires vous partageront les liens vers les associations, vers les formes d'engagement et les informations sur la migration. Pour ça, merci à tous les partenaires qui ont joué le jeu et merci surtout aux équipes d'Emmaüs Solidarité qui travaillent derrière leurs écrans et aussi partout ici à la maison de réfugiés pour vous informer au mieux et au plus vite possible. Bruno, la prochaine table ronde réunit beaucoup de nos partenaires. Je te laisse prendre le soin de les présenter. Alors, à nouveau, bonjour. Évidemment, n'hésitez pas pour ce temps fort de la table ronde à poser vos questions. Il y aura effectivement les équipes de la Maison des Réfugiés. Les équipes de la Maison des Réfugiés, c'est les collaborateurs d'Emmaüs Solidarité et de Singa. Donc, on a 7 experts. Je suis désolé, je vais un peu vous tourner le dos. On a 7 experts parmi nous aujourd'hui qui vont intervenir donc, sur le sujet de l'accès au droit. Donc, Rima Hassan, qui est fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés. Bonjour et merci d'être venu. Notre ami Paolo Artini, que tout le monde connaît, qui est représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés pour la France. Marianne Lagrue, qui est un peu une spécialiste des campements, malheureusement, avocate au barreau de Paris et membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris. Clotilde, je suis désolé, je tourne le dos. Clotilde Hop, qui est chargée de mission spécialisée des questions santé migrants à la Fédération des acteurs de la solidarité d'Île-de-France. Alors, l'ami Pierre-Henri n'est pas encore arrivé, mais je pense qu'il va nous rejoindre. Sophia Larry, qui est directrice de territoire sur une association partenaire qu'on connaît bien qui s'appelle Aurore. Et Bénédicte Maraval, qui est assistante sociale au COMED. J'en profite pour remercier Adrien, Isabelle et Laura qui sont présents de leurs écrans et qui vont pouvoir me relayer les questions, les observations, les remarques, les interpellations que vous pourrez faire à l'occasion de ces interventions. Ces interventions, elles vont avoir lieu en 2 temps. Je vais faire d'abord un tour de table auprès de chacun des 7 experts et puis après, ça sera le jeu traditionnel des questions-réponses. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'occasion de cette édition 2020 de la Journée mondiale des réfugiés, chacun va aborder, selon les thèmes qu'il connaît, la question de l'accès au droit. Il va être question donc d'accès au droit dans les camps, des flux migratoires, d'identifier les opportunités pour améliorer un système. Je l'ai dit en introduction, la France ne connaît pas une crise des migrants au plan du nombre des migrants qui arrivent, mais une crise de leur non-accueil. Donc c'est un peu le sujet qu'on va aborder, puisque nous travaillons tous ensemble pour essayer de promouvoir un accueil digne des migrants. C'est d'ailleurs l'illustre cet accueil digne est effectivement l'objectif de cette maison des réfugiés. Et puis, dans tout ça, il va falloir voir aussi les conséquences de la crise sanitaire que nous venons de vivre et qui va bien être entendu au cœur des débats. Donc, Rimage, voilà, il faut bien commencer par quelqu'un. C'est un plaisir de vous accueillir. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous nous apportiez votre éclairage sur la situation vivant dans les camps de réfugiés. Vous êtes un peu une spécialiste du sujet. Et sur l'accès à leurs droits. À vous la parole, Rima.
table ronde qui est assez importante et fondamentale pour l'accès précisément aux droits des réfugiés. Et la question se pose d'autant plus dans les camps, puisque s'il est naturel de se poser cette question dans un état de droit, il est d'autant plus primordial de se la poser dans des zones de non-droit. Et le camp peut, à plusieurs égards, être considéré comme une zone de non-droit, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que le camp, à ce jour, ne bénéficie pas d'une définition internationale qui fasse consensus auprès des États et qui vienne donc encadrer les modalités de gestion et d'administration des camps. Le deuxième point, c'est que le camp ne fait pas partie des solutions durables qui sont prévues en matière de traitement des réfugiés, puisque les 3 solutions durables prévues sont l'installation dans le pays d'accueil, la réinstallation ou bien le rapatriement volontaire. Et enfin, le mécanisme d'encampement, en ce qu'il est une mesure d'exception, mais entre parenthèses, d'une certaine manière, les droits et les libertés des réfugiés qui y sont installés. Donc si on n'a pas de définition internationale du camp, on peut tout naturellement se poser la question de ce que devrait être un camp et de ce qu'il est aujourd'hui en pratique. Et donc, ce que devrait être un camp, on a quelques directives, on n'a pas de définition internationale, mais on a quelques directives des Nations Unies sur la question. Et on définit communément un camp comme étant un lieu d'accueil, de protection et surtout un lieu d'exception, donc qui doit être temporaire. Or, dans les faits, donc sur l'accueil, on se rend compte que le camp est bien souvent une mise à l'écart et bien souvent aussi un lieu d'enfermement des populations réfugiées. En matière de protection, ça devient par moments un lieu de privation de liberté des réfugiés et parfois aussi un lieu de persécution des réfugiés qui y sont installés. Et enfin, sur la temporalité, on a des données qui sont assez claires sur le sujet. Aujourd'hui, le camp est tout sauf un lieu d'accueil temporaire, puisque la durée de vie moyenne d'un camp, c'est 11,7 ans, et 20 ans dans des pays où on accueille plus de 2 millions de réfugiés. Donc très brièvement, pour illustrer mon propos, quelques chiffres qui viennent donner un petit aperçu d'un état des lieux de l'encampement dans le monde. Donc aujourd'hui, on n'a pas de données officielles sur le nombre de camps qui sont installés. On a simplement des estimations qui ont été faites sur ce sujet. On estime qu'il y aurait entre 450 et 500 camps de réfugiés installés dans le monde, 1500 camps de déplacés internes et des milliers de camps informels, autogérés par les migrants, demandeurs d'asile ou réfugiés eux-mêmes, et qui sont très très difficiles à recenser puisqu'ils ne bénéficient pas d'une gestion officielle. On a en moyenne un réfugié sur 3 qui vit dans un camp, un déplacé interne sur 2. Et comme je disais, donc, un réfugié passe également en moyenne 17 années dans un camp de réfugiés. Donc c'est 17 années où les droits des réfugiés peuvent être mis entre parenthèses. Et pour être encore plus précise sur les zones géographiques, donc en Afrique, je vais commencer par l'Afrique puisque c'est la zone géographique où il y a le plus fort taux d'encampement de réfugiés. On est à 78,5% de réfugiés encampés. En Asie, on est à 40,5%. Et au Moyen-Orient, on est à 10%. Mais il faut nuancer ces données puisque on a souvent parlé du Liban comme un des principaux pays d'accueil des réfugiés syriens. Or, dans les faits, les camps qui sont installés au Liban, ce sont des camps informels, donc non recensés par les agences onusiennes chargées généralement de l'administration de ces camps. Et puis, ça ne prend pas en compte les autres gestionnaires des camps. On a des camps qui sont gérés par des États, des ONG, donc ça ne mobilise pas systématiquement le HCR. Et puis, il est aussi exclu les camps de l'UNRWA, qui sont les camps donc, des réfugiés palestiniens qui sont gérés par une autre agence onusienne. Et donc, l'évaluation de l'accès aux droits des réfugiés dans les camps est d'autant plus problématique et compliquée puisqu'il y a une certaine opacité sur la question des camps et un manque de transparence sur la gestion et l'administration des camps. Et pour ça, il y a trois données qui sont très claires, qui viennent nous montrer, caractériser cette opacité, ce manque de transparence. La première, c'est la diversité des modes de gestion. Donc, comme je le précisais, donc, le HCR est bien souvent mobilisé sur la gestion des camps, mais il n'est pas le seul. On a d'autres acteurs qui peuvent être des agences onusiennes, mais qui peuvent être aussi des agences étatiques ou des ONG. Et puis on a aussi, comme on le voit même en France, des gestions informelles des camps de réfugiés. Le deuxième facteur qui vient
qui vient mettre en lumière cette opacité, ce manque de transparence, c'est un manque d'informations disponibles. Comme je le disais, aujourd'hui, on n'a pas de données officielles qui viennent recenser systématiquement les camps qui sont installés et qui viennent nous donner des informations très précises sur les modes de gestion et d'administration. Et puis il faut savoir que les accords de coopération qui sont passés pour créer et installer un camp avant qu'ils soient installés, il y a nécessairement des accords de coopération qui sont signés entre les États hôtes, les États d'origine aussi, et le gestionnaire principal de ces camps, les ONG qui peuvent être mobilisés pour les services assurés. Ces accords de coopération ne sont pas publics, donc il est très difficile pour l'opinion publique, même pour les acteurs humanitaires, de savoir qui fait quoi, qui est responsable de quoi et à qui est-ce qu'on impute une responsabilité dès lors que des droits et des libertés sont bafoués dans les camps. Et donc j'en termine sur une petite note d'espoir, puisque quand on a fait ce constat qui est assez alarmant, on a nécessairement besoin de penser l'après. Et le HCR a commencé à réfléchir aux alternatives à l'encampement. Il n'y a pas encore, à mon sens, des mesures très, très concrètes en la matière, mais c'est tout l'objectif aussi de l'Observatoire. C'est dans le travail de recensement et d'étude des camps de réfugiés. Cette année, on a étudié 106 camps. On essaye d'identifier les bonnes pratiques en matière de gestion, d'administration des camps, qui ouvrent justement un accès aux droits des réfugiés, qui respectent les droits et les libertés des réfugiés qui y sont installés. Et à terme, l'objectif, c'est de recommander des bonnes pratiques qu'on aurait pu identifier, qui ont marché sur la gestion des camps de réfugiés et qui n'ont pas empiété sur les droits et libertés des personnes qui y vivent. Merci Rima. Là, vous avez évoqué le HR, donc la transition est facile puisque son représentant en France, Paolo Artini, est avec nous. Je le remercie à nouveau de sa présence. On a beaucoup travaillé avec Paolo, notamment sur, je le disais tout à l'heure, sur le train de la solidarité, qui avait été une expérience plutôt intéressante. En cette journée mondiale des réfugiés, il y a des chiffres qui sortent. On a beaucoup cité le chiffre de 2019 avec près de 80 millions de personnes qui ont fui leur pays, alors pour des raisons variées. Ça peut être la guerre, mais ça peut être des considérations climatiques, ça peut être des considérations économiques. Donc, deux questions. Quel est votre regard sur cette situation qui est quand même dramatique? Et puis, selon l'actualité de nos pays, on l'intègre, on l'oublie. Et puis, surtout, vous, en tant qu'expert, comment on pourrait améliorer le système, notamment le droit d'asile dans notre pays? Oui, merci Bruno, merci à la Maison des réfugiés pour l'hospitalité. Et donc je partirai du contexte global parce que comme tu l'as cité, on vient de publier le rapport sur les tendances mondiales. Donc c'est un nombre record de personnes déplacées de force dans le monde qui a doublé dans 10 ans. 1% de l'humanité est déracinée. Et c'est là à cause de la multiplicité et le fait que les crises durent longtemps, Rima le mentionnait, mais aussi de la difficulté de trouver des solutions au niveau du retour, de la réinstallation et de l'intégration. Le rapport était sur 2019, mais je voudrais citer aussi 2020, où on est, parce que la pandémie nous affecte tous, mais a des effets surtout sur les personnes déracinées des forces. Et l'impact sur cette population a été au niveau sanitaire, naturellement, et le HCR a travaillé pour l'inclusion des personnes déracinées dans le plan national de réponse et de prévention au Covid, mais a eu aussi un effet sur l'accès aux droits, le thème d'aujourd'hui, sur la protection, sur l'accès à l'asile. La plupart des pays ont fermé, en effet, leurs frontières. Il y a un troisième effet, une troisième crise, si vous voulez, qu'on sent, qui sont les conséquences socio-économiques sur les personnes qui étaient déjà vulnérables, qui travaillaient dans le secteur informel avec un travail précaire et qui ont perdu. On l'a vu en Libye, on l'a vu dans plusieurs pays d'accueil. Et cela pourrait entraîner aussi des mouvements des populations. Le Covid, c'est, l'a dit le haut-commissaire pendant son briefing du Conseil de sécurité, un multiplicateur des risques dans ces moments. Comme tu l'as dit, Bruno, si on passe à l'Europe,
c'est pas vraiment une crise par rapport au nombre de personnes qui arrivent. Même cette année, on est à 26 000 personnes qui sont arrivées à mi-juin. Donc le nombre de personnes est tout à fait gérable. C'est plutôt une crise de la solidarité européenne, du système. On était en train de parler juste avant du pacte mondial sur les réfugiés, que c'était un moment de solidarité, de partage de responsabilités. On a travaillé ensemble avec la Maison des réfugiés, mais aussi avec d'autres acteurs de la société civile. Le barreau de Paris aussi a pris des engagements. Nous espérons que cet esprit du pacte mondial sur les réfugiés influence aussi le pacte sur la migration et l'asile européen qui va être finalisé dans ce mois avec un système européen qui est vraiment un vrai partage de responsabilités plutôt que passer le problème à d'autres. Mais je viens à la deuxième question que tu posais. Comment on pourrait améliorer les choses aussi en France? D'abord, je voudrais rappeler les points de force et le rôle de la France en général au niveau du soutien des réfugiés, parce que la France a eu un rôle moteur concernant les solutions et la réinstallation. Il y a eu une progression de l'engagement de la France concernant la réinstallation des personnes, donc le transfert des pays du premier asile vers le pays de réinstallation, dans ce cas la France, avec 10 000 personnes dans 2 ans. Ça, c'est très important comme signe de solidarité, mais aussi pour sauver des vies et pour aussi éviter que des personnes traversent la mer Méditerranée si on trouve des voies légales pour arriver en France sans prendre trop de risques. Il y a aussi une politique d'intégration en France qui mérite d'être développée, mais aussi une tradition de l'asile qui est faite du travail des instances d'asile, mais aussi de l'engagement citoyen, de l'engagement et de l'hébergement citoyen, du travail des associations, des avocats, etc. Mais il y a des défis, c'est clair. Et un des défis, un de nos espoirs, c'est vraiment que l'accueil des demandeurs d'asile, le premier accueil, le pré-accueil, soit vraiment renforcé avec l'engagement de tout le monde, donc de l'État, des associations, des villes, du secteur privé. Nous avons des opportunités maintenant avec la crise du coronavirus, parce que la capacité par rapport à été augmentée. Il y a 30 000 places de plus qui étaient créées. Donc nous espérons que c'est une opportunité pour pérenniser ces capacités d'accueil et pour éviter que personne soit à la rue. Et donc c'est vraiment un problème de laisser des personnes à côté, parce que c'est un problème aussi au niveau de l'intégration, parce que l'intégration des réfugiés commence tout de suite. Et surtout, on est dans un contexte socio-économique, comme on disait, où les réfugiés vont ressentir les conséquences socio-économiques. Rima parlait de camps de réfugiés, mais il faut se rappeler que la majorité des réfugiés dans le monde vivent en effet dans des villes, dans des milieux urbains, et donc ils travaillent. Et la deuxième opportunité aussi en France pour améliorer les choses, c'est vraiment d'imaginer une inclusion complète de réfugiés dans le plan de relance aussi de l'économie, afin de les aider à avoir accès à l'emploi, ce qui renforce l'autonomie et ce qui était aussi le but du pacte mondial sur les réfugiés. Je pense qu'en renforçant l'accueil à partir du pré-accueil et avec plus d'ampleur pour la stratégie d'intégration qui est très ambitieuse, on travaille beaucoup aussi avec l'ADIR, on pourra aussi essayer de changer l'image des réfugiés, l'image publique, qui est souvent l'image des campements informels. Et donc, tout devrait être fait pour éviter la reconstitution des campements informels et pour expliquer qui est le réfugié qui fuit la guerre et la persécution, mais aussi le fait que le réfugié peut avoir un rôle positif et contribue en effet aussi à notre protection, comme on l'a vu
beaucoup d'engagement des réfugiés dans la réponse, par exemple, au Covid. Donc, accueil, intégration et image des réfugiés, je pense, sont trois pistes de collaboration avec tout le monde et tous ensemble. Merci beaucoup, Paolo. Je ne doute pas que le premier accueil digne sous une solidarité nationale intéressera Pierre-Henri, mais je ne vais pas lui donner la parole tout de suite. Je fais une introduction un peu à l'avance. Et puis aussi, on aura, je pense, sur le débat, tout le sujet de l'intégration qu'on oublie un peu. Avant, je voudrais donner la parole à Marianne Lagrue, qui est avocate de Paris et membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris. On a bien vu la crise qu'on vient de vivre a entraîné une suspension des procédures. Et je crois comprendre que vous alertez beaucoup sur une reprise progressive et particulièrement lente. Oui, alors tout d'abord, je voudrais remercier la mairie de Paris, Emmaüs. C'est vrai qu'avec la mairie de Paris, nous sommes constamment en lien sur ces questions des réfugiés, et notamment lors de cette journée, la journée mondiale des réfugiés, ce qui nous permet d'exposer et de faire connaître un certain nombre de problèmes. Alors effectivement, je représente aujourd'hui le barreau de Paris qui m'a délégué dans ces matières droit d'asile et droit des étrangers. C'est ma pratique dominante, et effectivement nous constatons aujourd'hui des problèmes qui se posent à la suite évidemment de la période de confinement, problèmes auxquels toutes les institutions ont été confrontées, et puis période du déconfinement. Et presque, je dirais que c'est la période du déconfinement qui, dans nos domaines ici administratifs et judiciaires, pour moi, pour nous les avocats, pour les réfugiés qui sont en cours de procédure, pour les associations qui les accompagnent et pour les institutions, c'est bien la période du déconfinement qui a posé problème. Pourquoi ? Pendant le confinement, je dirais, réaction quasi obligatoire, et on pourrait s'interroger sur les moyens de la justice à faire face à ces périodes, mais c'est vrai que c'était un peu inédit, mais néanmoins on a pu s'apercevoir que dans certains domaines, la justice ne pouvait pas faire appel à d'autres techniques pour pallier justement ces problèmes. Mais en tout cas, la réaction a été la suivante, et là je m'attache à parler uniquement de l'OFPRA, l'Office français de protection pour les réfugiés et apatrides, et de la Cour nationale du droit d'asile, a été de tout geler. Parfois, les chiffres masquent l'essentiel, mais ici, on a un seul chiffre, c'est qu'à compter du 16 mars jusqu'au 26 mai, plus rien ne s'est passé, ou presque, à la Cour nationale du droit d'asile et à l'OFPRA. Quand je dis rien, ça signifie que tout entretien à l'OFPRA a été suspendu, plus aucun n'a eu lieu. Et à la Cour nationale du droit d'asile, à compter du lundi 16 mars, toutes les audiences ont été annulées et il n'y en a plus eu jusqu'au 26 mai. Alors certes, c'était évidemment demandé et raisonnable compte tenu de la crise sanitaire, de la période sanitaire d'urgence, compte tenu aussi de la particularité de cette administration qu'est l'OFPRA et de cette juridiction qu'est la Cour nationale du droit d'asile, puisque, comme le nom l'indique, la Cour nationale du droit d'asile est une et unique dans toute la France métropolitaine et hors métropole d'ailleurs, et que l'OFPRA est la seule administration qui traite des demandes d'asile. Donc un premier problème qui se faisait jour, outre celui effectivement de devoir respecter les gestes barrières, les distances, le problème des transports faisait que les réfugiés qui habitent dans toute la France ne pouvaient évidemment pas se déplacer. Et puis le problème qu'a connu toutes les administrations et juridictions de la disponibilité du personnel et des magistrats. Donc, dont acte, tout est gelé et aucune audience. En revanche, le problème qui s'est peut-être posé de manière à interroger le respect des droits de l'homme, du procès, du droit au recours effectif, est celui de la reprise. Des ordonnances avaient été prises, effectivement, pour non seulement geler les audiences et les entretiens, comme je l'ai dit, mais aussi pour suspendre les délais de recours.
Pourquoi? Les postes étaient fermés, il n'y avait plus de possibilité d'aller chercher les plis recommandés. Je parle là des décisions de l'OFPRA qui marquent le départ du délai de recours qui est d'1 mois devant la Cour nationale du droit d'asile, plus possible de se déplacer. Donc, de manière très juste, tous ces délais ont été suspendus jusqu'au 25 mai et ont repris par la suite, et à partir du 25 mai, le délai de recours repartait, quand bien même les décisions étaient arrivées du 16 mars, à partir du 16 mars jusqu'au 25 mai. Donc ça, c'était un point important. Mais ne pas oublier que les délais de recours reprenaient à partir de ce moment-là. L'autre point, et le point qui a achoppé, c'est celui de la reprise et à l'OFPRA et à la Cour. La Cour nationale du droit d'asile, a repris peu à peu, a repris selon un plan qui a été dicté par la Cour elle-même, qui est à partir du 17 mai, je reprends pour les procédures qui demandent, je dirais, le moins de présence de personnel, puisque les procédures accélérées impliquent une audience à juge unique. Donc la Cour a repris à 50% de ses audiences habituelles à juge unique. Et à partir du 15 juin, devait reprendre ce qu'on appelle les audiences collégiales, c'est-à-dire 3 magistrats notamment, un rapporteur et bien sûr le réfugié, l'interprète et son avocat. Ce qui s'est passé, c'est qu'une ordonnance du 13 mai a été prise pour statuer et décider de la chose suivante, c'est que ces audiences collégiales pourraient exceptionnellement, à compter du 15 juin, statuer à juge unique. Donc on arrivait à un paradoxe, c'est que les audiences de procédure accélérée qui statuent à juge unique et contre lequel, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut dire très rapidement qu'on ne peut pas contester, les audiences collégiales, eh bien finalement, se transformaient également en audience à juge unique. Plusieurs associations, dont l'association d'Elena France qui réunit les avocats spécialistes de droit des réfugiés et d'autres associations ont saisi le Conseil d'État qui finalement, et c'est la raison pour laquelle j'avais indiqué que dans mon intervention, je parlerai aussi des actions et des résultats qui ont parfois été positifs, puisque le Conseil d'État a rendu une ordonnance le 8 juin qui a donné raison à ces associations en disant non, c'est pas possible, du 16 juin jusqu'au 10 juillet, date de la fin de l'état d'urgence sanitaire, il n'est pas possible que des audiences habituellement collégiales se tiennent à juge unique. Et donc, ces audiences ont été, et c'est un des désagréments certainement pour les réfugiés, mais pour le respect du procès équitable, pour leur permettre d'avoir une vraie audience collégiale à laquelle ils ont droit compte tenu de la procédure, eh bien ces audiences ont été annulées. Le Conseil d'État a donc donné raison aux associations et aux avocats qui défendent les réfugiés. C'est un point important parce qu'on voit que par l'action, ici l'action judiciaire, eh bien nous avons pu aboutir à un résultat positif. Je voudrais, si j'ai encore le temps, continuer. Juste un point sur les centres de rétention administrative, parce qu'on parlait des camps. Je ne suis pas spécialiste du tout des camps. Hein. Je défends les réfugiés, mais j'ai vu des camps, mais enfin, je ne suis pas du tout spécialiste, comme les co-intervenants précédents peuvent l'être. Mais je sais ce que c'est qu'un centre de rétention. Je défends et c'est de coordonner la défense des avocats qui interviennent dans les centres de rétention administrative, c'est-à-dire lorsque les étrangers et des potentiels réfugiés sont en cours de reconduite vers leur pays. Il faut savoir que la France, alors que des centres de rétention ont vidé leurs étrangers, ont vidé les centres des étrangers compte tenu du danger du Covid, hein, vous avez peut-être entendu parler du problème dans les prisons, mais c'est posé le même problème dans les centres de rétention. Certains ont assez spontanément libéré et vidé les camps parce qu'évidemment la proximité faisait qu'il y avait des risques. D'ailleurs, des cas se sont déclarés, notamment au centre de rétention administrative de Vincennes. Mais certains préfets ont maintenu les étrangers dans les centres de rétention administrative, dont celui de Paris. Je ne parlerai pas de Didier Lallemand. Donc, les avocats ont
pris effectivement ce cheval de bataille et ont déposé en masse des demandes de mise en liberté qui, selon les territoires, les préfectures et les juridictions d'ailleurs, parce que ça dépend aussi des juges des libertés de la détention, ont libéré ces personnes compte tenu de la situation sanitaire et du danger que ces étrangers connaissaient. Deux petits messages. Premier message pour les intervenants, vous prenez tous bien votre micro comme ça, parce que si vous le prenez par la base, il paraît que ça passe plus difficilement. Et puis deuxième message pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser des questions, elles sont en train d'arriver, notamment pour Rima. C'est Rima là, voilà, qui est pour l'instant interrogée. Donc je donne la parole à Clotilde Hoppe, qui est donc chargée de mission sur les sujets santé et migrants à la Fédération des acteurs de la solidarité. Pour Île-de-France, pour ceux qui ne connaissent pas la FAS, qui a un important rôle de plaidoyer et d'alerte, notamment qui avait beaucoup revendiqué à la suite de la suppression, enfin pour demander la suppression des mesures restrictives dans l'accès aux soins et à la santé, ce qu'on a connu avec le feuilleton de la loi Asile et Migration. Donc, chère Clotilde, un sujet large, l'effectivité et la complexité de l'accès aux droits administratifs, et puis en sous-question, l'accès aux soins et à la santé. Tout à fait. Alors déjà, merci beaucoup pour cette invitation à cette table ronde. Du coup, nous, la Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France, on fédère les associations qui œuvrent dans le champ de l'inclusion sociale, de la grande précarité. Malheureusement, un grand nombre de personnes qui viennent chercher refuge aujourd'hui en France se retrouvent dans des situations de rue, dans des situations de précarité, et donc accompagnées par les associations du réseau. Et pour nous, la question de l'accès aux droits, elle est centrale dans le parcours d'inclusion sociale des personnes. C'est un premier pas impondérable pour l'inclusion des personnes. Et on se rend compte, alors, de manière générale, auprès des publics en situation de précarité, et particulièrement auprès des publics en situation, enfin des publics étrangers, c'est que une fois que les droits ils existent, lorsqu'ils existent, faut-il encore les rendre effectifs et faut-il encore que l'accès aux droits soit réellement effectif pour les personnes. Et on a encore aujourd'hui de nombreux freins dans cet accès aux droits. Le premier accès aux droits, rapidement, que je vais évoquer, puisqu'on a évoqué la question du premier accueil, c'est l'accès à la demande d'asile. Et peut-être une petite parenthèse, aujourd'hui, on observe que la demande d'asile a repris, les rendez-vous au guichet unique d'enregistrement de la demande d'asile ont repris, mais dans des capacités d'accueil qui sont limitées du fait des règles sanitaires. Et aujourd'hui, on observe en Île-de-France une recrudescence du nombre de personnes qui se retrouvent sans solution, qui se retrouvent en attente de déposer leur demande d'asile. Et il nous paraît important que tout soit mis en œuvre, tous les moyens soient mis en œuvre pour que les personnes puissent accéder à ce droit de déposer leur demande d'asile en Île-de-France sans devoir attendre trop longtemps dans des conditions indignes. L'effectivité de l'accès aux droits, même une fois qu'on obtient le statut de bénéficiaire d'une protection internationale, donc le statut de réfugié pour faire vite, c'est déjà d'être informé de ses droits, ce qui n'est pas simple puisque le nombre, lorsqu'on arrive dans un pays étranger, connaître ses droits, déjà qu'on a grandi dans ce pays-là, c'est pas forcément facile de savoir à quel droit on a accès. Déjà, il faut connaître ses droits. Ensuite, on le voit, les procédures, elles sont parfois longues, complexes, et d'autant plus pour des personnes qui ne parlent pas forcément très bien la langue française, qui ne maîtrisent pas la langue. Et puis, on a aussi, nous, un problème qu'on relève fréquemment, c'est la méconnaissance de la part des agents de l'administration française des spécificités de certains publics, et notamment des publics réfugiés qui freinent l'accès aux droits. Un exemple, lorsqu'on va faire une demande à la caisse d'allocation familiale, lorsqu'on n'est pas français, on nous demande un document d'état civil. Lorsqu'on est réfugié, le document d'état civil, il met quelques mois à arriver, puisque c'est l'OFPRA qui le réédite, et on a une attestation provisoire. Parce que bien souvent, les agents dans les administrations, alors pas forcément de mauvaise volonté, mais ne connaissent pas cette dérogation, et donc vont demander à la personne un acte d'état civil, ce qui va faire rallonger les délais d'accès aux droits des personnes, et c'est une difficulté. Et pendant la période de confinement, cette difficulté liée à la méconnaissance des administrations, des règles en cours et de l'actualité juridique, qui a été quand même très fournie, l'actualité réglementaire et législative pendant la période de crise sanitaire, on a vu ça entraîner des ruptures de droits ou des difficultés, des refus d'accès aux droits à des personnes qui pourtant
devaient accéder à ces droits-là. Par exemple, il y a une prolongation des titres de séjour et des récépissés qui a été actée du fait de la fermeture des préfectures. Nous, en tant que fédération, on a eu beaucoup de retours de la part d'adhérents, de la part de travailleurs sociaux, nous disant que les caisses d'allocation familiale considéraient que les droits étaient coupés parce qu'il n'y avait plus de titre de séjour, alors que le titre de séjour était prolongé. Pareil pour Pôle emploi, etc. Et donc nous, on fait un travail en tant que fédération d'aller travailler avec les administrations pour essayer de simplifier cet accès au droit, de mettre fin à ces pratiques qui bloquent en fait des personnes dans l'accès à des prestations auxquelles elles ont droit. Et pendant la crise sanitaire, on a quand même vu des bonnes pratiques qu'il faut maintenant pérenniser. Il y a enfin eu, de la part de certaines administrations, je pense à la CAF, à la CEPAM, des adresses génériques auxquelles les travailleurs sociaux pouvaient écrire par mail pour avoir des réponses sur des dossiers. C'est quelque chose qu'il faut pérenniser. Il y a des initiatives d'aller vers des administrations qui se développent. C'est aussi des choses qu'il faut pérenniser pour l'accès au droit à long terme. Il y a aussi un second sujet du coup qui nous tient à cœur, qui est la question de l'accès au droit et à la santé. Aujourd'hui, on l'a dénoncé il y a plusieurs mois, la logique qui guide les politiques publiques en matière d'accès au droit et à la santé des personnes étrangères, c'est une logique de suspicion. C'est considérer que la personne étrangère qui vient en France, elle essaierait de manière indue de profiter du système de soins, et donc il faut mettre des barrières partout pour accéder aux soins. Pourtant, l'accès aux soins, à la santé, c'est un droit fondamental, et on l'a vu avec la crise sanitaire actuelle. C'est à la fois nécessaire pour les personnes, mais c'est aussi nécessaire pour la santé publique, que chacun puisse accéder aux soins, puisse se faire soigner, puisse accéder à un médecin quand il y a une épidémie en cours. Et cette crise, elle nous a montré la dangerosité des dernières mesures de restriction de l'accès à la santé des personnes étrangères qui sont en vigueur depuis le 1er janvier, notamment le délai de carence pour que les demandeurs d'asile puissent accéder à la protection universelle maladie. Maintenant, il faut attendre 3 mois à partir du moment où les personnes sont en France pour accéder à une protection universelle maladie. Et nous, on a eu des retours de centres d'hébergement pour demandeurs d'asile isolés en Grande Couronne, par exemple, en Ile-de-France, qui nous disaient que les personnes ne pouvaient pas accéder aux soins, ne pouvaient pas aller voir les médecins, y compris quand on avait des suspicions Covid parce qu'elles n'avaient pas de couverture maladie. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et malheureusement, la crise a montré qu'on avait bien fait de dénoncer ces mesures restrictives. C'est pareil sur l'aide médicale d'État. On a maintenant une exigence de 3 mois d'irrégularité sur le territoire et des personnes qui se retrouvent sans couverture santé. Cette crise, elle a aussi mis en exergue, et je vais finir là-dessus, mais les limites des systèmes d'exception pour l'accès aux soins à la santé des personnes étrangères. Les personnes demandeuses d'asile, aujourd'hui, par exemple, elles n'ont pas de numéro de sécurité sociale définitive. Et bien, lorsque on conseillait la téléconsultation, ces personnes, elles ne pouvaient pas accéder à une téléconsultation avec une prise en charge par l'assurance maladie parce qu'elles n'avaient pas ce numéro de sécurité sociale définitive. Les personnes qui ont l'aide médicale d'État, elles n'ont pas de carte à puce. Elles ont une carte aide médicale d'État, pas de carte à puce. Ce qui fait que lorsque les droits à l'aide médicale d'État ont été prolongés, elles allaient chez le médecin avec un titre expiré. Il y a beaucoup de médecins qui n'avaient pas confiance et ne savaient pas trop si réellement la personne avait encore des droits ouverts, et donc des refus de soins qui sont encore plus fréquents que d'habitude. Et c'est un peu pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, en période de crise sanitaire, mais même de manière générale, nous, à la Fédération des acteurs de la solidarité, on demande à ce qu'il soit mis fin à ces systèmes d'exception, à ce que chaque personne puisse accéder à une couverture santé, accéder aux soins et à la santé lorsqu'elle en a besoin, et que notamment ça passe par demander à ce que l'aide médicale d'État soit fusionnée au sein de l'assurance maladie pour que chaque personne, réellement, quel que soit son statut administratif, puisse bénéficier de la protection universelle maladie, qui est quand même un système pertinent dans notre pays. Merci. Merci Clotilde. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Henri, donc responsable de France Terre d'Asile, qui est en première ligne depuis de très nombreuses années sur le sujet, notamment du premier accueil. Et j'évoque, mais ce n'est pas que, la maraude, depuis 5 ans, qui a une tâche ardue, importante et compliquée sur ce sujet premier accueil. Cher Pierre, donc ton regard sur le premier accueil et sur l'accès au droit. Merci Bruno, merci à la Maison des Réfugiés de nous accueillir ce matin. Dans le prolongement de l'intervention qui vient d'avoir lieu, je dirais oui, effectivement, nous avons bien raison de plaider
pour un système d'accès aux soins performant. Nous avons raison de dénoncer, et hélas, pendant la période qui vient de se dérouler, c'est-à-dire la période Covid, nous n'avons pas réussi à faire bouger les lignes. C'était pourtant le moment. Le délai de carence, évidemment, posait un véritable problème dans l'accès aux soins pour un certain nombre de demandeurs d'asile et de réfugiés qui étaient dans nos structures. Et malgré tout le lobby que nous avons pu faire, tous ensemble, ce n'est pas si fréquent, nous n'avons pas réussi à faire bouger les parlementaires. Cela m'amène à revenir sur une situation que nous connaissons bien tous ici à Paris et en France, mais notamment dans l'agglomération parisienne, et qui consiste depuis 2015 à ce que le trottoir soit, d'une certaine manière, l'accès le plus rapide à l'hébergement. Et on a tous en tête les multiples évacuations, parfois extrêmement spectaculaires, plus de 60 sous les feux des médias, mais plus de 300 à bas bruit. Et cette situation, qui d'ailleurs n'est pas propre à la région parisienne, qui se déroule dans un certain nombre de grandes villes, nous a amené à un certain chaos au moment du confinement, c'est-à-dire aux alentours du 16 mars. Nous avons été amenés à intervenir et à faire en sorte que les campements indignes aux portes de Paris puissent être évacués en plein début de pandémie et au moment même où l'appareil sanitaire et social s'effondrait. Parce que je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. L'appareil sanitaire et social s'est effondré à partir de l'annonce du Premier ministre et du Président de la République, au moins dans les 15 premiers jours, où le personnel des préfectures, des associations, etc., n'était plus véritablement là. Nous avons été obligés d'aller intervenir dans des conditions sportives, si j'ose dire, pour mettre, par exemple, 800 personnes à l'abri du côté d'Aubervilliers, qui vivaient là dans les conditions que nous connaissons tous. Et puis, il y a eu d'autres interventions. 5, 6, depuis le 15-16 mars. Et ce qui est très préoccupant, et là je rejoins les propos de Paolo, c'est que le monde d'après, malgré les efforts qui ont été faits pendant la période du confinement, risque fort de ressembler au monde d'avant. J'en veux pour preuve l'augmentation permanente du nombre de personnes à la rue. Je regardais les chiffres des maraudes que France Terre d'Asile fait de manière permanente, mais qui sont corroborés par d'autres acteurs, je pense notamment à Médecins du Monde. Vous avez de nouveau près de 700 personnes qui se trouvent à la rue aux portes de Paris. Et cela, malgré l'action des pouvoirs publics, qui a été réelle pendant la période. Paolo citait le chiffre de 30 000 places. Ce n'est pas rien, 30 000 places. La période hivernale repoussée. D'ailleurs, au passage, évidemment, nous sommes un certain nombre à demander que 2020 soit une année blanche. Autrement dit, que personne ne soit remis à la rue, parce qu'il y a un véritable enjeu. Mais vous avez là
une situation qui est extrêmement préoccupante et qui intervient dans un moment de tension dans le pays. Soyons très clairs et très lucides. Où évidemment les habitants qui se situent à proximité de ces camps n'en peuvent plus. Et ces images ne sont pas de nature à susciter l'adhésion, la bienveillance d'une manière autonome, même s'il y a beaucoup de solidarité dans la ville. Il me semble donc et j'ajoute un autre élément qui est fondamental, sinon on ne comprend pas. Le monde d'avant, c'était des dizaines de milliers de personnes en procédure Dublin sur le territoire national. Mais pas simplement sur le territoire national, sur le territoire européen. Ce qui fait plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont en errance, en satellisation, comme ça, voilà. Alors bon, les chiffres varient, 40 à 50 000 personnes en procédure Dublin sur le territoire, 30 000 accords donnés par les pays européens, et comme toujours, 5 600 environ reconduites réelles dans le pays de première entrée. Et le monde d'après, nous nous retrouvons exactement avec le même sujet, avec cette impensée là, qui évidemment vient percuter tous les systèmes d'hébergement. Parce que tant qu'on n'aura pas véritablement et de manière collective trouvé une réponse qui prenne en compte les besoins des réfugiés, des personnes en situation de migration, qui respectent à la fois la volonté des États, évidemment, d'être dans la répartition, eh bien, nous allons nous retrouver dans la reproduction du même. Et la reproduction du même, c'est quelque chose d'assez terrible pour notre plaidoyer, qui ne peut que le faire reculer. Alors, pardon de tenir ces propos-là, ils ne sont pas défaitistes, ils sont simplement lucides pour essayer d'imaginer avec les pouvoirs publics, et les pouvoirs publics, c'est les collectivités territoriales, c'est l'État, ensemble, les acteurs associatifs, une réponse adéquate, mais plus que jamais, je pense que la réponse se situe au niveau européen. Alors quand je dis ça, c'est sans doute pas une réponse de solidarité à 27 que j'attends, mais une réponse de solidarité sur les 7 ou 8 premiers pays d'accueil. Sinon, nous irons de Karim en Silla et de difficulté en difficulté. Sans compter, évidemment, que ces questions renvoient derrière, auprès de l'opinion publique, à la capacité supposée d'intégration des personnes accueillies sur le territoire. Et évidemment, il est difficile de s'inscrire dans une logique de droit, de respect des codes, etc., quand vous avez été démoli par la rue pendant 2 ans, 3 ans, et dans un déni total de vos droits fondamentaux. Donc je pense qu'il nous faut reprendre collectivement le chemin d'un plaidoyer, et que je ne préconiserai pas un plaidoyer frontal vis-à-vis des pouvoirs publics, mais véritablement la nécessité d'un dialogue franc et loyal, comme on dit en diplomatie. Conférence de consensus. Oui, par exemple, mais ça, c'était l'avant. C'était le monde d'avant, ça. C'était le monde d'avant, mais mon cher Bruno, nous nous retrouvons
tel que après. Mais c'est pour ça que je fais ce clin d'œil. Je partage assez les inquiétudes de Pierre au nom de FTDA. Une autre inquiétude, je pense que c'est un sujet que veut aborder Sophie et Alary, notre amie directrice de territoire d'Aurore, sur toute la question des freins à la fluidité des parcours. Oui, tout à fait. Du coup, mon intervention va se situer dans la continuité. Difficile de passer en dernier sans être redondant. L'avant-dernier. Pardon, j'oublie le comède. C'est une progression. Avec ce qu'ont dit les interlocuteurs précédents, donc je vais redire des choses, mais je vais surtout essayer de les illustrer à l'échelle de ce qu'on fait à Aurore. Donc on a aujourd'hui un petit peu plus de 2000 places d'hébergement dans le dispositif national de l'asile. Sur ces 2000 places, 30%, un tiers sont occupés par des réfugiés et puis les 2 autres tiers par des demandeurs d'asile. Un quart de ces places sont à Paris. Elles sont pour l'essentiel, quoi qu'il en soit, en Île-de-France. Et en effet, ce qu'on constate, évidemment, puisqu'on parle d'accès aux droits, c'est que l'accès à l'hébergement et au logement, le droit fondamental, le premier droit pour ces publics demandeurs d'asile et réfugiés, a du mal à se faire. Il y a un manque de fluidité évident, on le dit depuis des années, c'est évidemment pas nouveau, mais ça s'exacerbe voilà, un peu plus chaque année. Et ça se traduit pour les publics réfugiés par des possibles remises à la rue. J'illustre mon propos. Donc dans nos centres d'accueil pour publics réfugiés ou demandeurs d'asile, on a 25% des personnes qui ont reçu ce qu'on appelle des notifications de fin de prise en charge. Donc ils doivent sortir des structures parce que le temps est passé et la durée d'hébergement est terminée. Mais pour ces 25% de personnes, c'est 300, 350 personnes à l'année, il n'y a aucune solution d'accès au logement, aucune solution pérenne. Alors jusqu'ici, l'État, l'OFII, sont plutôt tolérants. Il n'y a pas de remise à la rue ou peu de remise à la rue pour ces publics réfugiés, mais ça peut changer. Le vent peut tourner et quoi qu'il en soit, ces personnes sont considérées comme étant en présence indue dans nos structures, mais il n'y a pas de solution ailleurs. Et puis c'est des places qui sont occupées et dont d'autres auraient besoin. Alors, il y a des leviers possibles. Je parlerai de 2 leviers. Il y en a certainement plein d'autres. Le premier levier, c'est que dans la gestion, dans le pilotage de ce dispositif national de l'asile, on constate une vraie difficulté à articuler les entrées et les sorties de public en temps réel. Quand une personne quitte une de nos structures d'hébergement, on doit pouvoir automatiquement faire entrer une autre personne. Or aujourd'hui, il faut des jours, des semaines avant de voir se régler ce système d'entrée-sortie, de sorte qu'on a des places vacantes en fait dans nos structures, ce qui est absolument scandaleux, alors qu'on sait qu'il y a, Pierre-Henri l'a dit, de plus en plus de personnes à la rue. Donc il y a un travail à faire autour de la coordination, de l'articulation de ces entrées-sorties. Un deuxième levier, c'est la territorialisation de l'accueil et de l'hébergement. Vous l'avez dit avant moi, une grande partie de la demande d'asile se fait en Île-de-France. Voilà, c'est comme ça. Les demandeurs d'asile arrivent à Paris, arrivent en Île-de-France. Le parcours de la demande d'asile, il s'est construit sur le territoire francilien. C'est là que les réseaux se sont tissés pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. C'est compliqué de partir en province quand on est arrivé à Paris, pour différentes raisons. Néanmoins, je pense, on l'observe à Aurore, qu'en travaillant très en amont, et dès la demande d'asile sur la mobilité, en donnant à voir au public qu'il se passe des choses aussi en province, qu'il y a une qualité de vie possible, qu'il y a un accès aux services qui est peut-être facilité, qu'il y a des procédures administratives qui peuvent aller plus vite, il y a quelque chose d'incitatif sur lequel on devrait pouvoir davantage travailler. Certains des interlocuteurs tout à l'heure ont parlé du programme de réinstallation. On accueille en effet, depuis 4 ans, on a accueilli un peu plus de 900 personnes, 180 familles réfugiées syriennes qu'on a pu installer dans différents départements en dehors de l'Île-de-France. Et pour le coup, ça s'est plutôt bien passé.
Pour toutes les raisons que je vous ai citées, et aussi parce que on a rencontré partout des habitants qui se sont montrés favorables à l'accueil et qui ont été facilitants. Donc il y a quelque chose autour de cette territorialisation de l'accueil et pouvoir désengorger, c'est pas très joli, mais voilà, orienter, faciliter l'accueil aussi ailleurs qu'en Île-de-France. Et puis, juste pour finir sur cette partie-là, fluidité des parcours, j'ai beaucoup parlé des publics réfugiés, mais il y a aussi les demandeurs d'asile, et puis ceux qui sont déboutés de la demande d'asile, qui se retrouvent à la rue et qui n'ont plus leur place aujourd'hui dans les structures d'hébergement traditionnelles. Alors oui, une conférence de consensus pour essayer d'analyser ce schéma, ce parcours, en y associant aussi le vécu des personnes. Enfin, parce que les constats, on les partage, on les connaît, dit par les personnes qui les vivent, ça aura peut-être un écho différent. Rapidement sur les difficultés multiples dans l'accès aux droits, on a parlé Clotilde, que rencontrent les demandeurs d'asile et des réfugiés. Il y a l'accès aux ressources. Quand une personne accède au statut de réfugié, elle ne perçoit plus l'allocation pour demandeur d'asile. Elle est en droit de percevoir le RSA et systématiquement, il y a un trou de 3 mois, 4 mois pendant lequel la personne se retrouve sans ressources. Ça, on le sait depuis des années. Bon, voilà. Il y a un accès administratif qui est extrêmement complexe, on l'a tous assez bien décrit, et c'est d'autant plus fou qu'on sait le dire, on sait le décrire, et on n'arrive toujours pas à le simplifier. Mais Rima parlait d'évaluation dans l'accès aux droits. C'est vrai qu'il faut qu'on arrive à sortir d'une gestion de masse de flux et à vraiment analyser toutes ces complexités. Il y a certainement plein de façon de simplifier tout ça. Un petit focus sur l'apprentissage du français, notamment dans le cadre de la signature du contrat d'intégration républicaine. Vous le savez, les réfugiés ont une formation de 4 à 600 heures de français obligatoire. Et alors, souvent, évidemment, c'est vachement compliqué. On y parle beaucoup de citoyenneté, d'intégration. Nous, ce qu'on constate, c'est que les publics, ils ont évidemment des niveaux scolaires très hétérogènes. Il y en a qui savent pas lire, pas écrire. Donc, il faut simplifier ça. Enfin, il faut pouvoir proposer des parcours de formation linguistique qui soient adaptés à la situation de chacun. Résultat, après 600 heures, on sait toujours pas très bien parler français et surtout, on ne sait pas comprendre cet accès administratif dont je parlais tout à l'heure. Nous, à Aurore, on a un programme qui s'appelle Tous mobilisés, tous employables, qui justement propose différents niveaux de formation de français et un accompagnement, mais la clé d'entrée, c'est la formation linguistique. Voilà, plein d'autres difficultés à ouvrir un compte courant, la difficulté à passer le permis de conduire. L'année dernière, les réfugiés syriens ont été mis devant le fait accompli. Jusqu'ici, ils avaient la possibilité de transposer leur permis de conduire en droit français et puis pof, ça s'arrête du jour au lendemain. Donc on se retrouve à plus pouvoir conduire sa voiture et à plus pouvoir aller travailler. Voilà, dernière chose, j'arrête, c'est que toutes ces complexités-là, toutes ces difficultés-là, nous, travailleurs sociaux, on essaie de les accompagner et on constate qu'on a de moins en moins de temps aussi pour faire de l'accompagnement de qualité. Or, si on veut pouvoir faciliter une intégration au sens large, c'est du sur-mesure. Ça se fait au cas par cas et dans la dentelle et voilà, il faut qu'on arrive à garantir ça aussi. Merci beaucoup Sophie. Puisqu'on parle de fluidité, je vais me faire un petit plaisir, on ne l'a pas évoqué, mais il y a quand même la question de la régularisation des personnes qui sont dans nos structures. Et je pense que là aussi, il y a peut-être une fenêtre de tir. Mais voilà, je me suis fait plaisir. Et puis, je vais quand même donner un petit coup de chapeau à Aurore, puisque, et c'est pas Sophie qui le dira, mais puisqu'à la suite de la période de pandémie qu'on a connue, c'est une des structures qui a accepté de gérer des centres Covid et je pense que le challenge était pas facile. Il fallait un certain courage. Bénédicte Maraval, donc je vous donne la parole. Le COMED est spécialisé dans l'accès à la santé des personnes réfugiées. Vous-même, vous travaillez dans un centre de santé au Kremlin-Bicêtre. Donc une question, votre analyse sur la situation des femmes réfugiées et aussi des femmes de réfugiés, parce que je sais que vous tenez beaucoup à cette distinction. Voilà. Merci, bonjour à tous et à toutes. Un petit clin d'œil aussi pour Aurore, dans un des centres
qui a été ouvert pendant la pandémie. On a fait un partenariat avec Aurore qui s'est très bien passé. C'est très bien passé, ouais. On est très contente d'être ici. Merci pour cette invitation et on est très content de pouvoir porter témoignage de la situation des personnes qu'on accompagne. Je vais m'attarder effectivement sur la question des femmes, mais au préalable, on est bien d'accord que là, on va parler des femmes, mais ce sont des problématiques qui peuvent aussi concerner les hommes. Donc, au COMED, nous soutenons presque 7000 personnes par an, soit en présentiel, soit par les permanences téléphoniques. Et au centre de santé où je suis assistante sociale, on accueille des personnes réfugiées, mais aussi des personnes exilées, qu'elles soient réfugiées, demandeuses d'asile, sans papier, on accueille des personnes exilées. Donc le dispositif accueille c'est le dispositif, le centre de santé qui accueille le plus de personnes physiquement. Et en 2019, on a eu un peu plus de 10 000 consultations pour environ 2000 personnes qu'on accompagne. Parmi les personnes accompagnées au centre de santé, 33% sont des femmes et 37% sur tous les dispositifs sont des femmes. Donc là, je vous parle des femmes sur place qui sont en France, en Île-de-France même. Mais nous savons qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont restées au pays, bien souvent avec des enfants. Elles aussi sont impactées par la situation de réfugiés de leurs conjoints ou de demandeurs d'asile de leurs conjoints. Donc notre travail, c'est avec elles et pour elles de tenter de rendre possible l'accès aux droits en France. Donc notre accueil est inconditionnel. Nous réorientons vers le droit commun dès que c'est possible et nous proposons un suivi global pour les personnes les plus vulnérables. Ainsi, nous avons 97% des personnes qui n'ont pas de chez soi. Ça fait écho à tout ce qui a été dit auparavant. Et pas de chez soi, c'est à la rue, en foyer d'hébergement d'urgence, en passant par le CADA ou l'hébergement chez un tiers. Les femmes demandeuses d'asile ou même réfugiées sont elles aussi victimes du non-accès à un logement ou à un hébergement stable. Elles sont alors, pour certaines, contraintes d'accepter des propositions d'hébergement contre services sexuels, par exemple. Elles deviennent des proies pour des hommes qui les accosent dans la rue en, par exemple, leur proposant de venir chez eux parce qu'ils habitent chez leur tante. Donc, il y a une tante fictive qui les rassure. Elles y vont et bien souvent, ça se termine par des viols. Quand elles arrivent à en parler, on travaille ensemble et si elles sont d'accord, on peut les accompagner pour porter plainte. On se déplace avec elles. Et évidemment, on ne lâche pas sur l'hébergement et on ne les remet pas à la rue. On trouve forcément une solution. On peut aussi parler des grossesses issues de viols. On a répertorié 14% de grossesses de femmes enceintes qui sont accompagnées par le COMED au centre de santé, qui sont issues de viols. Et 56% des grossesses, pour 56% des grossesses, il n'y a aucun soutien du père. Donc on se dit que ça peut faire résonance avec les situations d'hébergement chez des tiers. Voilà, ça fait résonance avec ce dont je viens de parler. Je voulais aussi vous parler de l'accès aux soins. On propose systématiquement un bilan de santé pour les personnes qui sont suivies au centre de santé. On a un partenariat avec la ville de Paris pour ça. Et 95% des personnes à qui on propose acceptent ce bilan de santé et de faire un point au moment où elles arrivent au centre de santé du COMED sur leur santé. Si nous continuons sur l'accès aux soins et sur la protection maladie, nous avions aussi envie de partager avec vous, un peu dans la suite de ce que disait Clotilde, la situation particulière des femmes. Alors ce sont souvent des femmes qui rejoignent leur conjoint qui a le statut de réfugié. Ça peut être dans l'inverse, mais habituellement ce que nous on voit, c'est plutôt les femmes qui arrivent, qui ont toute une démarche à faire au pays pour avoir un visa dans le cadre de la réunification familiale parce que leur conjoint est réfugié. Et une fois qu'elles arrivent en France, ce visa, il ne fait pas partie de la liste des titres de séjour avec lequel on peut avoir un droit à l'assurance maladie, à une protection maladie. Et là, on commence... les législateurs ont oublié vraisemblablement ce petit chapitre sur les visas.
Et donc on commence, il y a des énormes embryos administratifs qui prennent beaucoup de temps à dénouer. Et pendant ce temps, les personnes... Donc ça, c'est le temps administratif qui n'est pas le même que le temps des personnes. J'ai une situation en tête où le petit garçon qui est arrivé et qui, dans le cadre de la réunification familiale, s'est cassé le bras. Il a été à l'hôpital et là, il y a des énormes factures parce qu'ils n'avaient pas, les parents ne pouvaient pas ouvrir un droit à la sécurité sociale. Il y a des bébés qui naissent et les droits qui sont toujours pas ouverts, alors que ce sont des personnes qui potentiellement pourraient avoir des droits ouverts. Et enfin, je voulais terminer avec un mot sur les femmes de réfugiés. Donc, ce sont celles qui sont restées au pays, souvent avec des enfants. Elles se battent pour avoir les documents exigés pour obtenir le visa de réunification familiale, à essayer d'avoir de l'argent pour payer le visa, parce que c'est pas un visa gratuit, de l'argent pour payer les billets d'avion. Parfois, ce sont des familles nombreuses, ça peut représenter des sommes colossales. Elles doivent aussi se résoudre à laisser leur famille, à laisser leur vie pour venir dans un pays où l'arrivée va souvent être rock'n'roll. On peut revenir sur les chiffres que j'ai évoqués au début, avec 97% des personnes que nous accompagnons n'ont pas de chez soi. Donc l'arrivée est vraiment rock'n'roll dans les familles que nous accompagnons. Et pour rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, j'espère que cette crise pourra faire changer ce chiffre de 97% de personnes qui n'ont pas de chez soi et qu'effectivement la situation de l'hébergement pour les demandeurs d'asile et même les réfugiés pourra être plus favorable. Merci Bénédicte, et puis surtout merci d'avoir mis un peu la focale sur les femmes de réfugiés. C'est vrai qu'on n'en parle pas toujours. Et pour compléter vos propos, nous on gère un centre pour familles migrantes à Évry, hein. Et le pôle santé fait état d'une très forte majorité de femmes qui ont été victimes d'une agression sexuelle pendant tout leur parcours migratoire du pays d'origine, le parcours, et malheureusement, mais ça Pierre le sait bien, les trottoirs parisiens. Donc nous allons passer maintenant à la séance, une séquence des questions-réponses. En gros, sur le timing, on a jusqu'à 13h. Donc je vais vous demander d'être court. Première question de Julie pour Rima. L'observatoire n'est pas bien connu. Donc, comment ça fonctionne? Quel financement? Quel personnel? Oui, bon, et en une minute en plus. Oui, hein. oui. Donc l'Observatoire, c'est une ONG qui est assez récente puisqu'on a débuté nos activités en septembre 2019 et puis on a été accompagné par Singa, l'incubateur de Singa, sur tout le développement, la structuration de ce projet. Donc ça explique aussi la raison pour laquelle on est encore peu connu, on a encore peu de visibilité sur nos actions. On réunit à ce jour une centaine de contributeurs et contributrices qui sont en France mais aussi à l'international et on travaille sur 3 missions. Donc que sont le recensement et l'étude systématique de chaque camp qui serait recensé, pour lequel on produit une fiche explicative d'une dizaine de pages qui présente à la fois le contexte d'installation, le mode de gestion, mais également le rôle de l'État et un 4e et dernier point dans ces fiches-là, on retrouve les problèmes et besoins des réfugiés qui sont installés dans ce camp. La deuxième mission de l'Observatoire, c'est de mener des enquêtes de terrain qui, on l'espère, en fonction des financements qu'on pourrait obtenir, débuter l'année prochaine. Et l'objectif de ces missions, c'est de compléter les informations obtenues avec un travail de recherche des données publiques disponibles, avec la réalité du terrain, puisqu'on fait un constat de base qui est le manque d'informations sur ces situations d'encampement. Donc nécessairement, on aura besoin, tôt ou tard, de mener des enquêtes de terrain pour obtenir plus d'informations et surtout de produire des rapports de mission qui soient totalement indépendants et transparents, puisque la quasi-totalité des informations dont on dispose aujourd'hui sur les camps proviennent des gestionnaires de ces camps qui, comme je le précisais tout à l'heure, mènent des accords de coopération avec les États. Et dans la mesure où ces agences gestionnaires sont elles-mêmes financées par les États, on a véritablement un problème de transparence sur les données qui sont publiées. Et enfin, la troisième et dernière mission de l'Observatoire, je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure, c'est la mission de plaidoyer et de sensibilisation, mais surtout à terme de proposer
proposer des recommandations en matière de gestion et d'administration des camps en s'inspirant des bonnes pratiques, de recommandations qui peuvent être faites sur le sujet, des initiatives qui peuvent être aussi lancées par le HCR sur toute la question, tout le volet de l'alternative à l'encampement. Et donc voilà, globalement, ces 3 missions de l'Observatoire, le nombre de contributeurs actuels, et comme je le précisais aussi en introduction tout à l'heure, on a étudié cette première année d'activité, 106 camps répartis sur 43 pays, et pour lesquels donc, on a produit des fiches explicatives pour rendre compte de la réalité des camps. Alors pour que Julie ait totalement satisfaction, il y a un lien, on peut avoir ces éléments. Oui, le site voilà. internet. Alors, on est présent sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter, mais également donc le site internet, donc www.o-cr.org, sur lequel vous pouvez retrouver la cartographie des camps et les fiches qui sont publiées progressivement. Super, merci. Donc Clotilde. Donc une question d'Ousmane. Quelle protection et quel accès aux soins pour les demandeurs d'asile? En 1 minute. En 1 minute, je vais faire rapide. Alors, à partir du moment où la personne dépose sa demande d'asile, il y a la période de carence. Alors, la période de carence, au bout de 3 mois après l'arrivée en France, de ce que disent les textes, de la personne en demande d'asile, le demandeur d'asile ou la demandeuse d'asile peut accéder à la protection universelle maladie et à la complémentaire santé solidaire, selon ressources qui permettent une prise en charge à 100% des frais de santé. Cependant, la question de 3 mois depuis l'arrivée en France, elle est un peu plus compliquée que ça, puisqu'en réalité, les preuves demandées par la caisse primaire d'assurance maladie aujourd'hui pour prouver les 3 mois de résidence, ce qui est pris en compte, c'est souvent la preuve de dépôt de la demande d'asile. Donc, en réalité, on est plutôt sur 3 mois à partir du moment où la demande d'asile a été déposée. Et pendant ces 3 mois, alors la personne peut accéder aux permanences d'accès aux soins de santé, donc les PASS qui existent dans plusieurs villes de France et dans les centres hospitaliers pour avoir des soins si la situation le justifie sans avoir à payer ces frais-là. Et également, en cas d'hospitalisation, il y a quand même un dispositif qui est le dispositif soins urgents et vitaux qui peut être mobilisé si la personne doit être hospitalisée. Et donc, on incite vraiment les personnes à se faire soigner, soit dans les permanences d'accès aux soins de santé, soit d'aller aux urgences si la situation le justifie. Il y a quand même des solutions pour avoir une prise en charge par la suite et c'est important d'accéder aux soins. Merci. Donc, maintenant, Paolo, interrogation de Julie. Je pense que c'est une autre ou la même. Quel taux d'expulsion en France pour les déboutés? Et quel autre pays comparable sur le système d'accès aux soins pour les demandeurs d'asile? Oui, merci. Comme je citais, la tradition de l'asile en France passe aussi par le travail des instances d'asile et la reconnaissance du statut de réfugié par l'OFPRA et la CNDA. Et ça dépend des nationalités, le taux de reconnaissance, mais c'est plutôt élevé, 30-40%, ça dépend de la période, etc., de reconnaissance d'une forme de protection internationale pour les réfugiés. Et ce que la pandémie nous a montré, c'était ce que soulignait aussi Pierre-Henri, c'est que le régime d'exception, exclure des personnes d'un régime de santé aussi et de protection, n'est pas tenable dans le sens que il faut protéger tous. Et en protégeant les réfugiés, on se protège. Donc c'est dans l'intérêt public de donner l'accès inconditionnel au plan, par exemple, de réponse et de prévention au Covid, mais aussi au plan pour réagir aux conséquences du Covid, si on reste dans le domaine de la santé. Si tu me donnes 1 minute encore... Une minute de plus, parce qu'après, il y aura encore une autre question. Oui, voilà, parce que je voulais réagir brièvement à ce qui était soulevé, parce que c'est évident que c'était une période compliquée. On a parlé des difficultés dans l'accompagnement juridique, mais il y a eu aussi des opportunités, de nouvelles pratiques à pérenniser, peut-être de plus de capacités. Nous, on a pris beaucoup de la participation des réfugiés parce qu'on a fait beaucoup en virtuel, on a pu parler avec beaucoup de réfugiés qui ont contribué, on a beaucoup dialogué. Et donc, il y avait la proposition de la conférence de consensus ou d'un dialogue, mais
Je pense peut-être, puisque c'est la journée mondiale des réfugiés, on est à la maison des réfugiés et beaucoup de problèmes sont résolus et discutés à la maison. Je te demandais, Bruno, s'il serait possible d'envisager dans cette agora, après la rentrée, un dialogue, une construction collective d'un système qui ne laisse pas une personne à la rue, avec les pouvoirs publics, avec les associations, avec le secteur privé. Alors, c'est un peu une idée qu'on avait eue avec Pierre-Henri dans le monde d'avant. Je ne sais plus quand est-ce qu'on avait signé la tribune, mais c'est il y a au moins 6 mois. C'était au mois de décembre. Oui, voilà, c'était... donc, bien entendu, la démarche, on ne peut que la valider. Et cette maison est la tienne, donc il n'y a pas de problème, on peut organiser ça. Alors, c'est une question qui m'est posée, mais je vais filer je vais la passer à Pierre, parce que la chapelle, le CPA a fermé. Donc, le plus grand spécialiste de la situation aujourd'hui du nord-est parisien, post-Covid, c'est plutôt l'ami Pierre. Oui, mais la question c'est... C'est quelle est la situation dans le nord-est parisien? Dans le nord-est parisien, la situation est toujours extrêmement compliquée. On se souvient qu'après l'évacuation, la dernière grande évacuation à la porte d'Aubervilliers, le préfet de Paris a expliqué que c'était terminé, plus personne ne viendrait s'installer à la porte de la chapelle. Comme à chaque fois. Bien évidemment. Donc, il n'y a personne à la porte de la chapelle, puisque il y a des forces de police en permanence. Au passage, est-ce bien le travail des forces de police que de disperser les flux? Parce qu'en l'occurrence, ces flux, évidemment, ils ne sont pas à la porte de la chapelle, mais ils sont un petit peu plus loin. Et s'ils ne sont pas à la porte d'Aubervilliers, ils passent le périphérique, ils vont dans des territoires qui sont déjà marqués par un certain nombre de problématiques d'exclusion. Donc, ils sont là. Aujourd'hui, c'est le long du canal. Il y a de nouveau l'apparition d'un certain nombre de tentes. Et à chaque fois que la vigilance, si j'ose dire, des forces de police baisse pour une raison ou pour une autre, eh bien, vous avez de nouveau une installation. Mais c'est logique parce que la réponse, évidemment, elle est dans la capacité d'hébergement. Je rappelle que notre position constante, c'est de dire que l'hébergement est inconditionnel, quelle que soit la situation des personnes. Ça ne veut pas dire, et ça ne vaut pas, je l'ajoute aussi, un passeport définitif pour rester sur le territoire. Ça veut dire que ce n'est pas un effet filière. Ce n'est pas un effet filière, il n'y a pas de titre de séjour automatique, mais en tout cas, ce qui est indigne dans notre pays et dans nos pays, c'est de laisser les gens à la rue. Ensuite, on peut regarder leur situation. Et donc, il y a un impératif absolu. Et d'ailleurs, au passage, pendant la crise, on a vu que c'était possible de mettre les gens à l'abri. Il n'y avait plus personne dehors. Alors, bien sûr, il y a eu des mobilisations d'équipements collectifs dont ce n'est pas véritablement la première destination. Je pense notamment au gymnase, parce que sinon, ça pose des problèmes, évidemment, d'occupation d'un espace public, d'un équipement public et avec des tensions toujours possibles avec la population. Donc voilà, la question est toujours là et on ne la résoudra pas si parallèlement on ne résout pas la question des personnes dublinées. Ça va vraiment ensemble, parce qu'il faut quand même dire, on ne l'a pas dit depuis le début, il y a 85 000 places d'hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Il y a, alors qui sont de qualité différente, mais peu importe. Et puis, il y a 30 000 places qui ont été ouvertes. Donc, on devrait normalement y arriver. Et au passage, je dis aussi que la lucidité politique devrait amener aussi les pouvoirs publics à ne pas considérer que dans un certain nombre de situations, le mot régularisation est tabou. Il y a, je te rejoins là-dessus, et notamment je pense aux femmes, souvent à la tête de familles monoparentales,
qu'aucun État démocratique n'ira chercher un matin par la peau du dos pour les remettre dans un avion. Donc à partir de ce moment-là, on ne laisse pas ces femmes et ces enfants grandir dans des espaces de non-droit, parce que tout simplement, on se fabrique, c'est très égoïste finalement ce que je suis en train de dire, mais on se fabrique un certain nombre de bombes sociales à retardement pour demain. Donc notre propre intérêt aujourd'hui, c'est tout simplement de travailler à la dignité de tous. Et puis tant qu'à se rejoindre, pour reprendre une idée qui était chère, n'oublions pas que la répartition et l'effort doivent être national. Hein, on voit bien que certaines métropoles concentrent, notamment Paris, se retrouvent dans une situation un peu particulière, malgré tous les efforts qui ont été faits par la ville pour accueillir dignement. Paolo, une question d'Arbagia sur la réinstallation. Combien en France? Comment ça marche? Quel pays? En 30 secondes. 5 000 par an. C'était 2018-2019. L'engagement a été repris pour 2020-2021. De quel pays? De deux régions, surtout les Syriens donc affectés par la crise en Syrie, à partir des pays d'asile dans la région, donc Turquie, Jordanie, Liban, Égypte, etc. Mais aussi réinstallation, je parle de la France, à partir de la route de la Méditerranée centrale, c'est-à-dire des pays comme le Niger, pour les évacuer de la Libye, mais aussi au futur au Rwanda, pour aussi prévenir les risques de la traversée et aider à évacuer dans des situations, là, oui, vraiment de détention terrible, des personnes qui sont dans des pays en guerre comme la Libye. Merci, c'était bref mais complet. Mathieu pour Bénédicte, femmes réfugiées par le confinement, quid du partenariat Aurore-Comède? C'était sur un centre Covid+, pour les femmes et les familles qui ont... C'est les centres que je citais tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et donc, on a fait un partenariat avec Aurore. Le Comède s'est chargé de la partie médicale. Donc, des médecins et des salariés du Comède se sont rendus à Vers, dans le 77, tous les jours pendant la période de la crise sanitaire, dans ce centre. Voilà. Merci. Il nous reste 2 minutes. Je vais vous poser une question. Chacun vous allez répondre à tour de rôle. Bon, on le voit bien. Et puis aujourd'hui, ça le traduit avec tous les acteurs qui sont présents via les réseaux, via les ateliers, etc. Beaucoup d'associations dans notre pays sur l'intégration. S'il manque une chose, c'est quoi? C'est sympa, Paolo, il plonge le premier. Ouais, vous allez faire comme ça, là, c'est bien. Qu'est-ce qui manque sur l'intégration? Qu'est-ce qui manque sur l'intégration? Ah bah, je crois que c'est Paolo qui commençait, moi. moi, je faisais comme les aiguilles d'une montre. Pour être bien bref, je pense que la stratégie est bonne d'intégration. Ce qui manque, c'est de commencer de l'appliquer dès le début, de l'arrivée des réfugiés, pour éviter des périodes qui vont ralentir et ne pas inclure les réfugiés dans le système d'intégration. Les piliers de l'intégration, on les connaît: accès à l'emploi, apprentissage du français, accès au logement. Il y a beaucoup à faire et à construire ensemble avec tous les acteurs. Et je pense que c'est cette synergie entre pas seulement les associations et les pouvoirs publics, mais aussi les secteurs privés qu'on peut renforcer en France pour donner l'accès et inclure les réfugiés, surtout dans une période qui commence à être très difficile en général pour la situation économique. Rima? Très brièvement, là c'est plus je vais plus intervenir sur le volet d'anciennes réfugiées moi-même, et je dirais que c'est plus le manque de connaissance des problématiques de migration, et on a justement le sentiment qu'on a en France ou en Europe une crise de migration, alors que tous les données nous laissent à penser que c'est une crise d'accueil. Et je pense que plus on aura sensibilisé l'opinion publique, les différents acteurs qui peuvent être mobilisés de manière très temporaire sur les processus d'intégration, sur les réalités de migration, mais aussi sur les populations concernées, les raisons pour lesquelles ils migrent, on aura
je pense, un processus qui sera beaucoup plus allégé et beaucoup plus fluide. Donc voilà, je dirais, moi, ce qui me touche particulièrement, c'est peut-être le manque d'informations qu'on a sur les populations qui migrent et sur les données réelles qui concernent leur migration. Donc, il faut faire plein de maisons des réfugiés partout. Exactement. Je fais ma pub. Marianne. Ce qui manque, à mon sens, ce sont les conditions d'accueil et un véritable accueil. Premier point. Deuxième point, une simplification de toutes les procédures, notamment de la demande d'asile. Celle-là, c'est beaucoup plus compliqué avec les plateformes d'accueil des demandes d'asile, suivi des guichets uniques de demandeurs d'asile, suivi de la préfecture, suivi de l'entretien à l'OFPRA. Tout ça est à simplifier. Et je précise que le barreau de Paris offre des consultations gratuites par le barreau, par le bus Paris Solidarité, sur les campements. Et sur les camps et aussi en mairie, mairie de Paris notamment, bien évidemment, des consultations gratuites offertes aux étrangers et proposées aux étrangers et aux réfugiés. Merci Clotilde. Alors, ça marche. Moi, je dirais un accueil réellement digne et respectueux des êtres humains, puisque on parle d'intégration généralement à l'obtention du statut, mais lorsqu'on laisse des personnes pendant des mois sous le périphérique à Porte de la Chapelle, ou lorsqu'on les laisse sur les canaux dans des conditions indignes, derrière, ça a aussi des impacts derrière sur l'intégration des personnes. Ça a des impacts en termes psychologiques, en termes de santé mentale, et puis même en termes d'envie de s'intégrer dans un pays qui a si mal accueilli. Et juste pour revenir à ce que disait Pierre-Henri tout à l'heure, il y a une présence policière très forte dans le nord-est parisien. C'est quelque chose qu'on a dénoncé plusieurs fois avec la Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France, puisque ça ne fait pas disparaître le problème. Au contraire, ça fait que les personnes sont de plus en plus isolées, sont de plus en plus loin des structures d'accès aux droits, d'accès aux soins. Et ça, c'est dramatique et ça a des influences derrière sur l'intégration des personnes. Parole à Sophie. Je l'ai dit tout à l'heure, les démarches administratives et l'accès aux droits, c'est régulariser quand c'est possible, c'est faire confiance et c'est écouter davantage les personnes dans l'asile et dans l'exil, de quoi elles ont besoin, les écouter. Cher Pierre. Oui, mais il faut sans doute faire tout ce que l'on vient de dire, et puis j'ajouterais, il faut aussi transmettre les codes, les us et coutumes du pays d'accueil. Ça n'est pas donné, ce n'est pas comme ça transmissible dans l'air. C'est quelque chose qui se travaille. Et si on veut faire travail commun, si on veut faire nation commune, il y a évidemment intérêt à transmettre ce qui fait notre histoire. Voilà, c'est, je crois, quelque chose d'extrêmement important. Sinon, on en arrive à des situations d'incompréhension, pardon, mais comme celle que l'on vient de vivre il y a quelques jours, avec toute l'interrogation qui est arrivée dans l'opinion publique autour des manifestations d'une communauté tchétchène à Dijon. Et ça, c'est aussi le produit d'un impensé et d'un travail insuffisant. Bénédicte. Partage. Et en plus, alors l'interprétariat, les accueillir dans leur langue pour qu'ils puissent bien arriver. Et après, c'est plus facile d'apprendre le français et de pouvoir s'installer et travailler, leur faire confiance. Ils ont beaucoup de savoir. C'est pas forcément les mêmes que les nôtres et on n'a pas les meilleurs non plus. Donc leur faire confiance. Bah écoutez, merci à tous. Je pense que vos propos traduisent votre formidable mobilisation.